Voilà. Bonsoir. Alors vous l'entendez, c'est bien lui, hein, je vous ai pas menti. Et alors il sera exceptionnellement, on va le faire au téléphone parce que comme d'habitude, de toute façon, tu voyages beaucoup et puis tu n'arrives pas à te poser quelque part et le téléphone portable pour toi aujourd'hui c'est un outil indispensable. Exact. Ouais. Malgré mon poids, je me déplace beaucoup, exactement. Oui. Ah, mais j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est pas par hasard qu'on t'appelle Big Roger finalement, hein. C'est du live. C'est du live, du vrai. Bon, écoute, je vais t'expliquer comment ça va se passer, mon cher Roger. Je vais faire un truc tout simple. Je vais envoyer, comme dans toutes les émissions de radio, un générique de début. Là, tu le vois pas puisque tu n'es pas connecté sur le site puisque je t'ai au téléphone, mais là, dans le chat, en ce moment, il y a des gens qui vont donner des chiffres et qui vont faire en fait un compte à rebours. Et c'est le compte à rebours traditionnel pour démarrer l'émission. Et puis ensuite, ça va partir directement. Et je vais le faire avec eux tous ensemble. Alors, attention, vous êtes prêts ? 4, 3, 2, 1. Calling Station numéro 69. C'est parti. Station. Calling station. Calling station. Calling. Calling station. Voilà, Calling Station numéro 69, c'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je reçois, vous l'avez entendu juste avant le générique, je reçois, et je le remercie déjà, Monsieur Roger Arabédian. Salut Roger. Salut, bonsoir à tous. Bien entendu, je suis à Marrakech et je vous envoie un grand bonjour de cette ville magique. Ouais, alors Marrakech et toi, c'est une histoire qui dure déjà depuis un petit bout de temps. Et pourquoi d'ailleurs ? Ça dure depuis déjà une demi-douzaine d'années. Hein. Et ouais. Et oui, c'est au cours d'une visite comme ça, touristique, que j'ai intégré le casino Essaadi à Marrakech en tant que joueur au départ. Et puis petit à petit, on m'a trouvé un peu des qualités de professionnalisme dans l'organisation de poker, et c'est comme ça qu'on a démarré un premier tournoi, et aujourd'hui on est en train de réaliser le 25e Marrakech Poker Open, ouais. 25e MPO, et qui connaît un vif succès, puisque hier soir on avait aux 500 €, il y avait 175 joueurs à peu près, 172 à peu près. Ah, génial, ouais. Donc c'est déjà, je pense que ça fait partie des beaux succès. Et est-ce que tu te souviens Est-ce que tu te souviens la première fois quand tu l'as organisé, combien il y avait de participants ? Mais la première fois, il y avait une centaine, donc l'évolution n'a pas été très spectaculaire en 6 ans, mais elle est régulière, donc c'est déjà beaucoup. C'est bien, ben oui, c'est bien. Les gens sont fidèles, ils reviennent et ils sont plus nombreux quand même, donc c'est très bon. Ah, c'est difficile quand on est venu une fois de ne pas y revenir. Hein. Il paraît, oui. Ça, c'est certain. Il fait déjà à peu près 20 degrés ici en journée. Je pense que c'est déjà un beau motif pour venir. Hein. Ouais, bah ça fait juste 30 degrés de différence avec Paris en ce moment à peu près, quoi. Exact. Bon, alors ça c'est très bien, mais au départ c'était juste des vacances et puis bon voilà, ça s'est transformé. Oui, et puis je suis tombé sur une direction qui était qui avait l'envie de faire connaître le poker au Maroc, et puis ça a été le coup du mille, quoi. Ça a bien fonctionné. Nous avons de bonnes relations. Ils ont des prétentions assez fortes pour faire évoluer encore le poker. On est sur des projets qui sont un peu plus grandioses.
nous sommes en train d'essayer d'organiser un tournoi vers la fin de l'année qui aura une garantie assez somptueuse, donc qui attirera, je pense, pas mal de joueurs étrangers et de faire connaître ce merveilleux pays. D'accord. Ouais, il paraît qu'il faut pas se faire piéger. Dès qu'on arrive une fois là-bas, on est obligé de revenir, quoi. C'est un peu. Mais oui, c'est certain. Ouais, c'est un peu ce qu'on m'a dit aussi. Pour l'instant, je me suis pas encore fait piéger, mais ça pourrait venir. Bon, alors, ce qui serait intéressant, ça, c'est déjà ton histoire. C'est un bout de ton histoire. Parce que quand j'ai dit, figure-toi que je recevais ce soir Roger Arabédian, j'ai dit ça à mes potes, à mes amis joueurs de poker, principalement évidemment, mais j'ai eu le droit à des tu reçois Big Roger sans déconner. J'ai dit ouais, mais c'est génial et tout, tu vois. Et j'ai eu plein de réactions, mais j'ai eu aussi des réactions contrastées. En fait, quand j'ai dit ça, bon, j'ai eu vraiment des super réactions. Il y a rien qui a été dans le neutre, je dirais. Tu laisses pas les gens indifférents. Je sais pas pourquoi. Il y a une personnalité, quelque chose qui fait ça, qui fait réagir les gens en bien ou en mal, hein, je dirais aussi. Hein. Est-ce que? Mais oui, c'est normal. Mais de quoi? Pourquoi c'est normal? De quoi ça vient, ça? Mais je fais partie d'une certaine génération. J'ai un style de jeu qui est peut-être pas aussi. On n'attend pas de la part d'un gars qui perf pratiquement sur 5 ans. J'ai fait quand même des belles petites performances. Donc mon jeu ne correspond peut-être pas à ce qu'ils espèrent pour un champion de ce calibre-là. Et donc ça provoque un peu certaines polémiques sur la façon de jouer. C'est-à-dire que les joueurs ne s'imaginent jamais qu'on peut être en baisse de régime ou à plein régime. Alors si vous participez à une finale et que vous êtes en baisse de régime, il est évident que vous allez créer des polémiques parce que vous ne pourrez pas vous exprimer comme vous le voudriez. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est source de polémique, c'est ça. Mais il est vrai que j'ai fait 2 finales qui ont été aux yeux des spectateurs, aux yeux des connaisseurs, qui leur semble une finale déplorable parce que il y a pas de mouvement, il y a rien. Mais pour des professionnels, des vrais professionnels de poker, les finales que j'ai faites, elles ont été jouées avec la quintessence des cartes que j'ai reçues. Vous imaginez bien qu'avec l'expérience que j'ai, je vais pas faire une demi-faute quand j'arrive dans une finale majeure d'un tournoi. Donc c'est vrai que je suis sujet à des polémiques. Maintenant, un jour, quand j'arrive dans une finale et que j'aurai les cartes appropriées à ce que je puisse développer un jeu qui soit à la hauteur de ce qu'on espère, et il est certain que je marquerai des points. Ouais. Ouais, bien sûr. Alors bon, ça me fait penser. Là, il y a des gens qui posent des questions en direct, hein, et puis des gens qui ont posé des questions dans un sujet en rapport avec l'émission. Je vais en prendre une qui est en rapport avec ce que tu dis directement. On va pas rester sur ces polémiques et tout ça parce que j'aimerais moi qu'on te découvre vraiment, découvre un petit peu ta vie, si tu veux bien en livrer une petite partie. Hein. Je te demande pas toute ta vie, mais enfin qu'on connaisse un peu le personnage et pourquoi on en arrive à ces polémiques-là aussi, c'est intéressant. C'est Kionix qui nous pose une question. Kionix est un de nos modérateurs. Il dit, on entend souvent des... Ça m'ennuie de poser cette question, mais c'est la réalité. On entend souvent des moqueries, plus ou moins délibérées, en provenance des jeunes loups d'Internet. Ils rajoutent souvent un but de leur personne. As-tu conscience de ces moqueries et que réponds-tu à ces moqueries? Bien sûr que j'ai conscience de ces moqueries. Et c'est entièrement justifié. Enfin, justifié oui et non. Je suis une cible, pour ainsi dire, pour les jeunes. Parce que les jeunes d'Internet voudraient gravir les marches de la gloire assez rapidement. Oui. Et moi, je dis toujours que l'argent facile n'existe pas. Voilà. Donc, il faut avoir des années d'expérience. Et ça, lorsque je dis il faut avoir des années d'expérience, ça les contrarie. Pourquoi? Parce que ça lève un peu de leur rêve. Et je les comprends. On peut pas, en ayant joué 2 ans sur Internet, arriver
très très haut niveau. On va connaître le poker, on va s'initier au poker, on va avoir une valeur, mais on n'est pas encore à l'échelle internationale. Je veux dire, on va pas arriver et dans des tournois majeurs pouvoir perfer immédiatement. À moins que, comme il y a certains joueurs qu'on voit dans les EPT, comme je voyais il y a 20 ans, des jeunes qui arrivaient à gagner un EPT, mais les années d'après, on ne les voyait plus. Oui. Donc il n'y avait pas de régularité. C'était le pur fruit du hasard ou le pur fruit de la chance. Du good run, ouais, de la chance. Voilà, ouais, du good run. Maintenant, être régulier, c'est beaucoup plus difficile à faire. Il est certain que pour moi, c'est beaucoup plus difficile d'essayer d'avoir un jeu solide plutôt que d'aller faire des 4-bet all-in light comme ils aiment voir. Mais ce n'est pas avec ça qu'on arrivera à faire des résultats. On arrivera à faire des surprises, mais pas des résultats. On peut créer une surprise une fois, on peut surprendre dans un tournoi, mais sur le long terme, ça paye pas. D'accord, ouais. Quand tu dis ça, rappelle-nous depuis combien de temps tu joues au poker? Je joue au poker. Au départ, je jouais au poker fermé. Lorsque j'ai arrêté ma carrière de judoka, je me suis initié à ce jeu. Au poker fermé, je me suis adapté assez rapidement. J'étais déjà un des précurseurs du jeu light, comme on dit. Et au fur et à mesure, je suis arrivé au poker au Vegas, au Texas Hold'em, qui s'est installé dans les années 96 sur Paris. Et donc, j'ai commencé à fréquenter les cercles et m'adonner à ce jeu. Et ça a été assez rapide. J'ai eu quelques petits résultats assez convaincants qui m'ont poussé à continuer une carrière dans ce sens-là. D'accord, ouais. Ouais, t'étais au tout début du Texas Hold'em en France, parce que ça se jouait déjà depuis longtemps aux États-Unis, mais en France, je crois que c'est 95, le tout premier ou le tout 96, ouais. Ouais, 95, 96, dans ces années-là. Bon, donc t'étais au tout début, ouais. Ça doit être bizarre la première fois qu'on joue à ça, d'ailleurs, quand on vient du fermé. Oui et non. Oui et non, parce qu'on assimile assez vite le jeu. C'est un dérivé du fermé, de toute façon. C'est deux cartes qu'on a en main, et puis il y a avec le flop, c'est un flop pour tout le monde, quoi. Ouais, voilà, les cartes qu'on recevait au fermé, c'était chacun les siennes, et là c'est un flop commun, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc il y a toujours la force du jeu que vous avez avec les deux cartes que vous avez, et puis c'est avec ça que vous avez les bases, quoi. On t'appelle souvent le Terminator. Ça vient d'où ce surnom? Le Terminator, c'est une longue histoire. C'est une histoire marseillaise, en fait. C'est dans les années 85, donc lorsqu'il était sorti le film Terminator, le fameux film avec Gerard Schwarzenegger. Et dans ces années-là, je commençais à descendre sur Marseille pour jouer au fermé dans des parties. Et l'organisateur de la partie, quand il me voyait arriver, il disait aux autres, mais attendez, comme j'avais un peu le physique qui n'est plus le même qu'aujourd'hui, je pesais aux alentours des 90 kilos, mais bien ciselé, quoi. Et donc, il disait toujours, il y a Terminator qui arrive, là. Donc, on a Terminator comme joueur, en plaisantant, et puis c'est resté. Ah, voilà, c'est simplement un truc de pote entre Marseille, quoi. Voilà, c'était sur le physique, c'est tout, ça s'arrête là. Et puis après, comme j'ai perfé dans la région marseillaise pendant 2-3 ans et que j'ai été connu, donc quand on m'appelait plus Roger, on m'appelait Terminator. Ah, voilà, c'est ça, tout simplement. Ouais, je tiens à dire d'ailleurs à ceux qui te connaissent pas bien, ceux qui te découvriraient, il y en a, tu sais, il y a des débutants du poker aussi, il y a des jeunes qui te connaissent pas encore, hein, ça peut arriver, même si t'es quand même une figure du poker, hein, t'es connu, mais Roger, il vient de l'évoquer, c'est un ancien judoka, mais c'est pas n'importe quel judoka. Tu vas me dire si je me trompe pas, parce que ma mémoire peut me faire défaut. Je pense que dans les années 80 ou 82, tu étais champion d'Europe par équipe, je crois. Exact. En 81, nous avons été champion d'Europe par équipe, l'équipe de France, avec l'équipe de France, dans laquelle j'étais. J'ai été en équipe de France pendant 7 ans. Ouais, voilà, oui. J'ai été à peu près 22 fois international. Je suis allé au Japon. C'est là où j'ai les meilleurs souvenirs, où j'ai découvert une culture complètement différente de la nôtre. Et j'ai eu un malin plaisir
à réaliser des rêves d'enfant, quoi. Alors ça, c'était merveilleux pour les gens qui ont connu cette époque, les gens qui ont été au Japon dans les années, fin des années 70, c'était des précurseurs. Et c'était beaucoup de judokas d'ailleurs, mais il n'y a pas que des judokas. Il y a aussi d'autres gens des arts martiaux qui ont commencé même dans les années 60 à découvrir la culture japonaise. Et il se trouve que comme par hasard, les Français sont devenus les meilleurs du monde après d'ailleurs tous ces stages au Japon et ont battu d'ailleurs pour la première fois les Japonais. Quelques temps après. Et je crois que tu étais même dans ce coup-là, toi. Ben, il est vrai que j'avais fait une belle performance quand on avait fait France-Japon à Coubertin. À Coubertin, oui, voilà, oui. Oui, et l'équipe de France affrontait le Japon et j'avais gagné mon combat qui avait fait gagner l'équipe de France d'ailleurs contre le Japonais. Et là, ça avait été un spectacle merveilleux pour moi, et un spectacle où j'ai gagné mon combat contre les Japonais qui d'ailleurs, lorsque j'étais au Japon, me mettait des volets. Et lorsque j'ai fait la compétition avec lui, j'ai gagné mon combat, ce qui a été une surprise. Ouais. Alors je vois dans le chat des commentaires, c'était Teddy Riner, etc. Mais oui, en fait à l'époque, voilà, il y avait des gens. Sauf que Big Roger aujourd'hui a pris quelques kilos. Il tirait pas finalement en super lourd comme qu'on pourrait le croire, comme je le pensais moi-même d'ailleurs. Mais il était un tout petit peu plus léger que Teddy Riner. Mais c'est un genre de Teddy Riner de l'époque, voilà. Et malheureusement, mais heureusement pour le poker, mais malheureusement pour ta carrière, tu t'es blessé à un moment donné et t'as dû mettre fin à ta carrière. Voilà, bon, et c'est dommage, quoi. Oui, je me suis blessé contre un pote à moi, d'ailleurs, en demi-finale du championnat de France. Je m'étais blessé contre le champion du monde qui n'était autre que Bernard Toulouyan, qui était mon ami aussi, puisqu'il était marseillais et arménien d'origine. Et on s'était affronté en demi-finale du championnat de France. Et il m'a mis un balayage sur la jambe et j'avais mon genou qui avait sauté. J'ai voulu finir quand même le tournoi sur une patte et puis j'ai perdu mon combat. C'était inéluctable. Oui, bon, bah là on avait les deux meilleurs. Il y avait Angelo Parisi aussi, je me souviens. Exact. Il y avait aussi Angelo Parisi, Jean-Luc Rouget, les frères Vachon. Il y avait Thierry Ray qui était aussi qui venait d'arriver sur le. Qui venait d'arriver parce que moi je suis plus de l'époque de Thierry Ray. On a 2-3 ans de différence avec Thierry et j'étais plus de son époque et je suis arrivé juste après. Ouais, effectivement Thierry qui est arrivé et Jean-Luc Rouget qui a été le premier champion du monde français en battant le japonais. Ouais. Bon, écoute, on fait une émission de poker ou de judo là finalement? Je sais pas, on a dérivé sur le poker, mais bon, quelquefois je compare le poker comme un art martial aussi. Alors, tiens, on peut en parler un petit peu parce que j'ai ici même dans le chat d'ailleurs quelqu'un qui elle aussi connaît très bien d'ailleurs l'expérience du Japon, etc. Et puis des arts martiaux. Je la vois, c'est une de nos modératrices et j'avais fait une émission sur les arts martiaux et j'avais demandé, la question était simple, c'est est-ce que vous pensez que ça peut être utile simplement pour jouer au poker? Alors tu vas peut-être nous donner toi ta réponse. Ah, mais c'est certain. Hein. Moi, à partir du moment où vous pouvez considérer le poker comme un sport et un sport dans le vrai sens du terme, les arts martiaux, effectivement, vont vous aider à avoir quelques grosses qualités pour le poker. Ça, c'est certain. Ne serait-ce qu'au niveau de l'endurance déjà, force mentale et tout ce qui s'ensuit, la condition physique, tout. Il faut avoir un entraînement. Il est vrai que quand on me voit, on dit comment, avec l'entraînement qu'il a, avec le poids qu'il a, comment il peut parler d'entraînement. Mais c'est mentalement, l'entraînement mental. C'est ce qu'on nous a appris surtout au Japon. Oui, alors ça, c'est sûr que là, au niveau mental, ça, c'est vrai que d'ailleurs, ça ressort sur notre émission. On en avait parlé avec des pratiquants, des gens qui jouent du poker aujourd'hui, qui sont aussi des pratiquants d'arts martiaux. Il y avait des judokas, il y avait un karatéka que je vois ici. Il y avait une pratiquante de tai chi et puis un multidisciplinaire, je dirais, qui travaillait le judo, le karaté, l'aïkido et et je crois la boxe thaï exact. Pour ça, le poker, c'est bien parce qu'ils acceptent tout le monde. Eh ben ouais. Eh ben en fait jusqu'à n'importe quel âge. Ouais. Mais c'est vrai que évidemment ce qui restera même quand on a pris du poids et puis qu'on est même plus du tout en forme, on peut dire comme on l'était il y a quelques années, eh ben c'est le mental, ouais. Et ça par contre on va pas nous l'enlever aussi facilement et la lutte on sera toujours là pour lutter, je crois. Enfin moi je le sens comme ça, ouais. Voilà. Bon
C'est bien, ça répond aussi à une émission qui a été faite il y a quelques mois, mais bon, ta longévité, d'ailleurs, ça s'explique aussi par ton passé de sportif, presque 30 ans de poker aujourd'hui. Il y a un truc qui me semble assez fou, c'est les rythmes, le rythme que tu as tout simplement parce que tu es joueur de tournoi principalement, mais tu joues aussi du cash game, hein, ça on en reparlera d'ailleurs ça. C'est aussi une autre discipline, mais principalement en compétition c'est le tournoi, mais tu en joues, je ne sais pas combien par an, mais j'ai l'impression que tu joues tous les jours, quoi. Tournoi tous les jours, non, c'est parce que c'est pratiquement impossible, mais je fais effectivement beaucoup de tournois. Je dois faire à peu près une moyenne de 80 à 85 tournois par an. Ouais, c'est beaucoup, hein. Ben oui, beaucoup, bien sûr. De toute façon, il n'y a rien sans rien. Hein. Il faut s'entraîner, il faut jouer, et puis il faut multiplier ses chances pour pouvoir perfer. C'est sûr que j'ai un avantage sur les autres qui ne font pas le même nombre de tournois. Bon, souvent on critique, on me dit que si je perds, c'est par rapport au tournoi que je fais, et on me fait des calculs de ROI, c'est-à-dire bien sûr, retour sur investissement. Retour sur investissement, mais comme je l'ai notifié il y a pas longtemps dans le club poker, j'ai dit bon, admettons le cas que je fasse 80 tournois dans l'année à une moyenne de 1 000 € par tournoi, ça fait 80 000 € d'investissement. Bon, disons, imaginons même que ce soit 2 000 € par tournoi pour en exagérant un petit peu, ça fait 160 000 €. Quand vous voyez les résultats, j'ai eu 800 000 ou 900 000 € de gains cette année. Donc pour moi, c'est plus que lucratif, sachant que je m'efforce à chaque fois, à chaque tournoi, de passer par les satellites. Et ça, je m'impose justement de passer par les satellites, parce que pour moi, c'est du professionnalisme que d'aller participer aux satellites avant les tournois majeurs. Ouais. Donc ça fait 80 tournois, en fait ça en fait beaucoup plus, parce que si tu fais les sats en plus, donc c'est vrai est-ce que tu as l'intention de battre Doyle Brunson au niveau de la longévité, parce que tu veux pas t'arrêter demain là? Mais ça, c'est pas moi qu'il faut demander. C'est en haut. C'est à lui. Ah, c'est en haut. D'accord. Très bonne réponse, Roger. Mais en parlant de vu le poids que j'ai, je sais pas si je vais durer très longtemps. Hein. La longévité, elle est, pour moi, le compte à rebours est lancé. Il n'y a plus que 10 ans, là. Ah bah, il faut à moins que je fasse un gros régime. Hein. Alors là, on va s'y mettre, je crois. Non, mais fais-moi plaisir, mets-toi au régime. Mais j'ai commencé oui, je suis obligé. Hein. J'ai commencé la semaine dernière, si tu veux, on peut. Moi, je commence tous les jours. Oui, c'est tous ça. Tous les jours, je prends 1 kilo. Mince, alors. Je dois le faire à l'envers, dans le mauvais sens. Il y a un truc qui déconne, ouais. Bon, là, je viens de te parler de Doyle Brunson. T'as déjà joué contre lui? Je l'ai vu, je n'ai jamais joué contre lui parce que bon, c'est maintenant, c'est une figure emblématique. Ouais, c'est ça, ouais, c'est une légende. Voilà, c'est une image pure du poker américain. Bon, il est certain que c'est comme les vieux maîtres japonais. Lorsque vous montez sur le tatami avec, vous n'allez pas essayer de combattre avec, hein, parce que vous allez gagner à coup sûr. Quand j'étais au Japon, que j'ai combattu quand un vieux maître japonais nous invitait, on se laissait tomber pour pas justement pour pas justement défier les maîtres. Ouais, d'accord. Je le comparerais à un maître japonais c'est pour pas le déshonorer, c'est ça parce que voilà, mais maintenant au poker, c'est-à-dire que il a eu son époque. Vous voyez, c'est comme moi, j'ai mon époque en ce moment, et puis dans 10 ans, on se rappellera peut-être de moi, mais j'ai pas eu les mêmes titres que lui, puisque lui, il a été détenteur de plusieurs bracelets. Mais bon, il faut savoir aussi que les bracelets, à cette époque-là, c'était sur 40 ou 50 joueurs. C'est pas sur 8000 comme aujourd'hui, ou 3000 ou 2000. Vous voyez, donc il faut relativiser. Ouais, bien sûr, ouais. Alors aujourd'hui, ces gens-là, c'est des légendes. Mais comme tu as tellement parcouru le monde, tu as été aussi à Las Vegas. Tu aurais pu le rencontrer, le jouer par hasard. Oui, je l'ai rencontré. Bien sûr. Le jouer, non, à la Bobby's Room, je ne me suis pas aventuré jusqu'à aller à la Bobby's Room. Il joue des sommes quand même astronomiques. Je garde quand même les pieds sur terre. Et donc j'attends un petit peu d'être un peu plus robuste pour jouer avec eux.
Oui, alors j'ai ouï dire, tu vas me dire si je me trompe, hein, tu rectifies toutes les erreurs que je pourrais commettre parce que j'aurais de mauvaises informations, parce que j'étais pas là malheureusement et puis j'aurais pas eu les moyens d'être là. Mais tu parles de la Bobby's Room à Marrakech, au Maroc. Il y a des petites parties qui se montent de temps en temps et les parties. C'est pas des petites, c'est des grosses parties. Ben justement. Et à savoir qu'à Vegas, les parties à la Bobby's Room sont très impressionnantes. Ouais. Il faut vraiment avoir du gros bankroll. Ça se chiffre en centaines de milliers de dollars. Et voilà. À Marrakech, on a des parties à 3 000 voire 5 000 euros la cave, qui n'a rien à voir avec ce qui se joue à Vegas. Ouais, alors j'ai quand même vu des 200-400 et puis avec à la table Benjamin, Tom Dwan, des gens comme ça, le louche, enfin bon, des gens, hein, je me trompe pas là. Vous avez eu des parties de très haut niveau avec des très très bons joueurs et d'ailleurs on les a assez régulièrement, je vais dire, ça se passe plutôt pas mal à Marrakech et il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Vegas pour faire ce genre de partie-là. Bah oui, mais justement, oui. Parce que là, on n'est plus qu'à 3 heures de vol, hein, quand même. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. Mais alors justement, là, pour revenir faire une petite jonction avec ce qu'on disait avec les joueurs de la nouvelle génération, un mec comme Tom Dwan, qui est considéré par les gens qui pourraient de temps en temps te critiquer comme un vieux lifetard, comme on dit, hein, qui, lui, c'est le symbole de la nouvelle génération. Tu l'as joué, t'as joué avec lui en cash game. Qu'est-ce que t'as eu comme impression? Ben, comme impression, je l'ai joué peut-être 2-3 jours. C'est pas sur 2-3 jours qu'on va voir la qualité d'un joueur. Ça va toujours dépendre. Bon, il est certain que c'est un très fort joueur. C'est un des meilleurs joueurs mondiaux. Qu'est-ce que vous voulez que je dise là-dessus? Je peux rien dire. Je peux rien dire. Il fait partie des meilleurs joueurs mondiaux. Maintenant, il faut aussi avoir l'opportunité de devenir joueur mondial. Ouais. Il a eu peut-être un déclic qui s'est passé et que beaucoup de joueurs aimeraient avoir et qui n'ont pas, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de talent et qui n'arrivent pas à percer parce que ils n'ont pas eu la puissance financière nécessaire ou l'occasion de pouvoir percer. Je connais plein de joueurs de talent qui n'arrivent pas à percer. Ouais, bah oui, ça peut arriver, bien sûr. Et il y a des milliers, c'est pas par centaines, je dis, c'est par milliers qu'il y a des joueurs, il y a des vrais joueurs qui ont des talents monstres, et puis il leur manque le petit coup de rein, comme on dirait. Ouais. Le petit brin de réussite. Et le petit coup de rein, c'est le petit surplus, c'est le petit surplus de la chance, tu crois, ou ça peut être ailleurs? Il y a un peu l'environnement, il y a un peu les sponsors, il y a un peu tout. Si on vous pousse, si on vous aide à percer avec votre talent, vous allez vous en sortir. Mais si on vous aide pas seul, c'est très difficile. Il est très difficile d'y arriver seul. Et vous êtes d'autant plus méritant quand vous y arrivez seul. Vous savez, vous avez eu l'exemple des on va pas remuer, mais Full Tilt avec ses joueurs qui faisaient des grosses performances ici et là, et puis après, vous voyez, il y a eu des œufs cassés, hein. Oui. Il y a eu de la casse. Hein. Il y a eu de la casse, oui, d'ailleurs. Eh oui. Il y a eu de la grosse casse. Bon, il y a encore des gens. Bon, on verra parce que de toute façon, cette histoire, elle n'est pas finie. On va pas en parler avant que parce qu'il y a des rebondissements sans arrêt. Mais d'ailleurs, il y avait David Benjamin était aussi chez Full Tilt à l'époque. Oui, mais David Benjamin, on essaye d'y mettre mais David Benjamin, c'est un garçon qui est bourré de talent et qui rebondira assez rapidement. Je me fais pas du souci pour lui. D'ailleurs, c'est un très bon ami à moi. C'est un très gentil garçon. Il y en a qui sont en train de le démolir sur les sites et il ne mérite pas ça parce que il a des qualités qui sont vraiment impressionnantes parce que j'ai déjà joué avec lui et c'est quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts le poker et qui a une technique impressionnante et qui a un mental impressionnant aussi et qui a été un ancien sportif. Et donc, il connaît une petite mauvaise période et il s'en sortira assez rapidement. Oui, parce qu'on l'a vu revenir à Paris, jouer dans les cercles. Oui, mais bon, ça c'est un petit passage. Ici, il attend, il va avoir un heureux événement bientôt, donc il a dû peut-être se poser à Paris par obligation. Et puis les gens, ils retournent ça de différentes façons. Et je trouve pas ça très, 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 très bien de la part de certains, d'une certaine communauté. On est d'accord, c'est pas très correct. Parce que personne ne connaît la vérité. Donc moi, pour le côtoyer, je sais que c'est un garçon très sérieux, très charmant, très très serviable, et il connaît une mauvaise passe et il s'en sortira assez rapidement. Bon,
la parenthèse est fermée assez rapidement là-dessus. D'accord. Bon, on l'espère pour lui, puis on lui souhaite bonne chance de toute façon. Disons qu'il n'a rien à envier à Tom Dwan à ce niveau-là. De toute façon, ils jouaient ensemble. Alors donc après, voilà. Maintenant, après les aléas de la vie, c'est autre chose, mais ils jouaient ensemble il y a pas très longtemps encore. Donc il y a quelques semaines seulement ou quelques mois, ils fréquentaient les mêmes parties. Alors donc voilà. Oui, mais dans ce milieu-là, les variations d'argent et de gains sont tellement élevées que du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver à tapis, quoi. Et c'est pas pour ça que vous avez mal joué. Ils ne tiennent pas compte, ils ne tiennent pas assez compte de la variance, je trouve. Ils sont un peu insouciants, un peu inconscients. Ils ont cette inconscience de la jeunesse et qui fait qu'ils vont toujours de l'avant, même si c'est comme des Titanic, quoi. C'est-à-dire même quand ils voient pas l'iceberg, ça devient le Titanic, ça coule. Mais c'est très difficile pour des joueurs de tenir le rythme endiablé pendant des mois entiers. Il y a la variance qui rentre en jeu. La variance, c'est terrible. Et à propos de cette variance, toi, depuis que tu joues au poker depuis très longtemps, même depuis les parties privées, etc., est-ce qu'au cours de ta longue carrière, tu t'es déjà fait peur, justement, financièrement? Bien sûr. Bien sûr que je me suis fait peur et d'ailleurs je tiens le cap depuis des années. Pourquoi? Parce que quand je vois que la variance est mauvaise, je lève le pied et on ne me voit pas dans les high stakes, je n'apparais pas, j'attends mon moment et au moment voulu, au moment opportun, quand vous me verrez jouer dans des high stakes, c'est que je serai affûté et j'aurai la variance voulue pour pouvoir affronter comme entre guillemets ces jeunes loups. Ouais. Qui sont insouciants. Nous, j'ai quand même une femme, des enfants, bientôt un heureux événement puisque j'aurai une petite fille dans pas longtemps. Donc c'est des responsabilités qui sont réelles. Alors que les jeunes sharks, eux, qui sont cavaliers seuls. Cavaliers seuls, on peut se permettre de se retrouver à tapis, c'est pas un problème. On pourra se relever. Mais moi, vu mon âge et vu les responsabilités que j'ai, je suis obligé de gérer. De toute façon, dans le poker, c'est la gestion qui prend la plus grosse place. Ouais, exactement. Bon, et écoute, de toute façon, c'est aussi ce qu'on enseigne dans des écoles de poker comme Poker Stratégie ici, la gestion de la bankroll pour justement éviter le risque de ruine et de brocage. Pas que de la bankroll. Ouais, pas que de la bankroll, mais c'est après il faut savoir déjà se gérer soi-même, gérer sa personnalité, gérer ses moments d'humeur. Si vous êtes en période néfaste, il faut pas insister parce que votre psychique va vous entraîner dans des torpeurs. Et vous allez vous retrouver vraiment dans des situations très difficiles qui seront peut-être insurmontables, comme beaucoup. Parce que quand vous gagnez, c'est magique. Vous avez l'impression que vous avez même inventé le poker. Eh oui, c'est vrai ça. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Vous n'allez jamais plus perdre. J'ai vu des joueurs en forme pendant des mois qui gagnaient, qui massacraient les tables, et puis je les vois aujourd'hui, ils sont complètement out. Ils sont broke, ils sont out, ils sont broke. Et puis, à part le poker, après, pour gagner cet argent-là, on va faire quoi? Quelle activité? Je sais pas, on verra. Prends-en de la graine, mon cher Falbert. Je sais que ce cher Falbert qui est là, j'ai ta private joke, mais prends-en de la graine, ça peut t'arriver aussi, toi, du jour au lendemain. Et dis-toi bien que Roger, il joue des parties qui, sur un seul pot, constituent à peu près ta bankroll entière, mon cher ami. Donc, tu vois, et pour l'instant, tu as que 20 ans et la vie n'est pas finie. Voilà, c'est un petit truc que je vois comme ça. Mais justement, là, tu en as parlé, t'es pas tout seul. Et quand t'es pas tout seul, t'as d'autres responsabilités. Et quand t'es pas chez papa à maman, tu demandes pas la carte bleue. Et tout ça. Mais en plus, toi, t'as une vie de famille depuis très longtemps. Alors, je veux rien dévoiler, mais comment, parce que là, quand même, c'est sérieux, comment on peut jouer au poker, parce que tu joues depuis très longtemps au poker, et concilier cette vie de famille? Il n'y a jamais eu des problèmes sérieux? Je pense que si c'était à refaire, je ne le referais pas. J'ai pris trop de risques. Ouais. Et je ne les ai pas pris seul, puisque je les ai fait prendre dans ma famille aussi. Eh oui. Bon, j'ai eu le bonheur que ça se soit bien passé, que j'ai réussi à avoir des résultats et à donner justement une vie beaucoup bien meilleure que ce que j'aurais pu faire avec une autre activité, mais j'ai pris des risques démesurés. Je suis un peu un inconscient, j'ai été inconscient dans ma jeunesse,
Et c'est peut-être ça qui m'a fait percer, c'est peut-être ça qui m'a amené là où je suis. Enfin, là où je suis pas au sommet, hein, je suis un peu connu, ça s'arrête là. Je suis pas aussi connu que Benjamin ou que Tom Douane ou que les autres, quoi. Mais bon, je tiens le cap, je suis là, je me débrouille, disons, pas mal. Tu tiens la barre, Ça a été, comme on dit dans le sport, pour réussir, c'est au prix de larmes, de sueur et de sang. Et ben là, ça a été un peu pareil. Hein. Ça a été un peu pareil. Hein. Il a fallu vraiment serrer les dents dans certaines conditions, dans certaines circonstances. Je me suis retrouvé broc moi-même. Je l'ai dit sur certains sites, je l'ai annoncé. Et c'est beaucoup plus dur de remonter la pente quand on est broc que quand on a tout dans les mains. Est-ce que quand tu t'es retrouvé broc, t'as pris quand même des enseignements et t'as pas refait les mêmes erreurs ou t'as quand même refait une fois derrière encore les mêmes erreurs? Est-ce que c'est un tempérament ou t'as su prendre les enseignements? Je prends toujours des risques. Il est vrai que je prends toujours des risques. Je pense que c'est dans mon caractère de toujours prendre des risques, mais ils sont quand même calculés. Ouais. Disons que c'est pas à tapis. C'est, allez, on va dire demi-tapis. Ouais, enfin, tu gardes tu gardes une petite paillasse au cas pour la chute, quoi, au cas où, éventuellement, tu pourrais, disons que j'ai déjà un soutien énorme qui est ma femme, qui me suit un peu partout sur le circuit international et c'est en plus un plaisir, de voyager et d'être ensemble, c'est vraiment, et puis, c'est un peu ma cache-maille. Ouais. Elle fait attention quand même à tout ça. Alors oui, d'accord. Ouais. Ben oui, je vois ce qui se passe autour de moi et il faut se préserver. Ouais, mais c'est bien. Mais le poker, c'est à consommer avec modération. Pour moi, le poker professionnel n'existe pas encore en France. Il existe aux États-Unis parce que ils ont des racks beaucoup moindres. Donc, il peut exister le poker professionnel aux États-Unis, mais en France, c'est pas encore d'actualité. Bon. J'ai encore jamais vu quelqu'un qui m'a montré une fiche de salaire avec marqué joueur professionnel de poker. Ça, c'est impossible pour l'instant. Mais ça va peut-être venir, hein, on n'en sait rien, on verra bien. Hein. Oui, ça va peut-être venir, mais bon, je vois que ça se renouvelle sans arrêt. Quand je vais dans les EPT, c'est toujours des têtes nouvelles qui sont là. Bon, il y a quelques bases, mais ça se renouvelle sans arrêt. Hein. C'est très dur de tenir le rythme. Ouais. Oui, bah des gens qui tiennent le rythme, c'est comme dans toutes les disciplines. Je crois que il y a. Et c'est pour ça que je veux un peu adoucir. Je veux un peu adoucir dans les tournois. Je suis en train d'explorer des tournois pour amateurs où on récompenserait 20% des joueurs pour que la variance pour que la variance fasse moins de dégâts. Disons. Alors attends, parlons-en de ça un petit peu parce que moi j'ai reçu Philippe Corza, qui a parlé des payouts. Tu dois savoir de quoi je parle. Exact. Bon, alors donc tu as suivi ça, c'est évident, mais si j'ai bien suivi ton raisonnement à toi vas encore beaucoup plus loin que ça, toi. Ah oui, moi je vais beaucoup plus loin par expérience. Je sais que pour donner une chance à des amateurs de pouvoir s'accrocher immédiatement et de pouvoir percer immédiatement, il faut récompenser plus de joueurs. Il est certain. Pourquoi sur les sites internet, quand on fait des sit and go, on récompense 3 joueurs sur 10, d'après vous? Bah, je sais pas, c'est quoi ta réponse? C'est simple. 3 joueurs sur 10, c'est 30% des joueurs payés quand même. Ouais. Et pourquoi en tournoi on ne ferait pas pareil? C'est exactement le même mode. Donc, c'est pour intéresser les joueurs pour qu'ils viennent jouer. Alors, c'est peut-être parce que ça fait rêver le gros prize pool de la tête, le gros prize pool, il va faire rêver 3 joueurs, 4 joueurs. Vous savez, de toute façon, quand il arrive en finale, il dit le toujours, les 3-4 derniers, il dit le toujours, il y a trop d'écart de prix pour un coup de carte, il y a trop d'écart de prix. C'est et vrai. je trouve ça plus ou moins, injuste par rapport à celui qui fait une table finale. Quand vous avez passé 1000 joueurs, par exemple, dans un partouche ou dans un EPT, vous passez 1000 joueurs, vous finissez à la table finale et que vous vous retrouvez avec 15 fois moins de gains que le premier, quoi. Je veux dire, quand on est arrivé à la table finale, normalement, les prix doivent aller progressivement sans pour cela donner presque tout le prize pool au premier. Ouais. Je trouve ça quand même assez injuste parce que le mérite est le même.
lisser les paliers, une fois qu'on a fait 1000 et 2000 joueurs à éliminer, on est d'accord. Alors là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui seront contre ça. En revanche, quand tu parles de 30%, est-ce que ça vaudra dire quand même que ça sera intéressant qu'est-ce qui va toucher le premier? Mon raisonnement est simple. Prenons l'exemple de 100 joueurs qui font un tournoi, admettons le cas, à 10 000 euros. D'accord? Ouais, ok. Bon, pour moi, je veux rembourser du 15e, alors on a 100 joueurs, du 20e au 15e, je veux que le joueur récupère sa mise. Il gagne rien, juste il est remboursé, c'est ça? Il gagne rien, mais il gagne sa mise. Et c'est déjà énorme de récupérer sa mise. Parce que quand on est sur du 20e au 15e, vous avez levé 5%. Donc pour les 15% restants, il vous reste quand même 95% du prize pool, ce qui ne va rien changer. Alors pensez à ceux qui se sont qualifiés par satellite ou sur des sites internet avec en faisant une besogne, c'est-à-dire en passant les paliers, et qui arrivent dans une EPT. Leur seul rêve, eux, c'est déjà de toucher une somme comme 10 000 euros. Ce serait déjà une vraie récompense. S'ils ont mis 15 jours, 3 semaines pour se qualifier, ils arrivent dans un tournoi où il y a un joueur sur 5 qui va être remboursé, c'est déjà énorme. D'accord. Okay. Et ça élargirait la manne de joueurs, ça intéresserait beaucoup plus de joueurs. Maintenant, c'est vrai que ça va attirer beaucoup plus de joueurs amateurs. Ah, ça c'est évident. Mais voilà. est-ce que c'est un peu le but? C'est le but, c'est ça? Oui, c'est la question que j'allais te poser. C'est quand même le but, en fait, finalement. C'est le but. Pour moi, le poker amateur, c'est très beau. Je veux dire, il faut pas aller chercher à faire un poker professionnel. Ce serait trop dur. Ce serait trop dur de devenir professionnel de poker, et c'est au détriment de beaucoup trop de choses. Donc, poker amateur, pourquoi pas? Et pour cela, il faut aider à ce que cet amateurisme puisse exister. Bon, très bien. Et c'était vachement intéressant ça, justement, comme on en avait parlé avec Philippe Corza. On aura aussi ta vision des choses. Est-ce que tu penses que ça peut voir le jour bientôt, quand même? J'ai déjà, vous savez que j'ai intégré, on a des accords un peu avec MyPoc. Ouais. Donc, je porte leur logo depuis quelque temps sur certains événements. Et eux, justement, une fois par mois, ils font un tournoi où ils récompensent 20% des joueurs. Je crois que ça s'appelle le MTT, où ils mettent une garantie de 50 000 euros et à 250 euros l'inscription, et il y a 20% des joueurs payés. Et ça marche plutôt bien. Et ça marche bien? Ah bon, écoute, c'est super. Ah oui, alors, ouais. ça marche plutôt bien. Et je pense que petit à petit, on va y arriver. Dis donc, tu viens de dire j'ai un logo là, MyPoc. Moi, je t'ai vu avec 2 ou 3 logos différents déjà, par touche, barrière, etc. Et est-ce qu'aujourd'hui tu es enfin sponsorisé ou pas? Sponsorisé, non, je suis ambassadeur. C'est pas le mot exact, c'est pas sponsorisé. Je suis pas sponsorisé, j'ai pas de contrat de sponsoring. Je suis ambassadeur pour certains sites, pour un site particulièrement. L'année dernière, j'étais chez Barrière. Cette année, je suis chez MyPoc. J'ai voulu intégrer MyPoc parce qu'ils venaient justement sur mes idées. Ils prenaient en compte mes idées, et puis pour faire la liaison avec le casino et Saadi de Marrakech, pour lesquels ils vont faire de nombreux satellites de qualification, et donc c'est intéressant pour tout le monde. D'accord. Et je vais faire la connaissance de Joe Star. Oh non! Le plus. Écoute, alors et j'espère pouvoir faire un film avec lui, puisqu'il en a fait un qui a cartonné, qui s'appelle Police. Voilà. Et donc, peut-être, pourquoi pas faire un film sur le poker. Alors, je vais donner un scoop. La semaine prochaine, personne ne le sait encore, je reçois Cool Chain, son partenaire. Exact. Et je le reçois la semaine prochaine. Faire un carton en ce moment, qui perfe bien en ce moment. Et voilà. Un rappeur. C'est un guerrier. C'est un guerrier. Pour gagner, il faut être un guerrier. Il faut se battre d'abord. La technique, elle viendra après. D'abord, il faut savoir se battre. Mais je vais lui demander s'il sait se battre, parce que je sais qu'il sait se battre avec les mots un petit peu, mais je vais lui demander. Je vais m'en occuper de Cool Chain, t'inquiète pas. Mais je crois qu'il est très sérieux au poker, en fait. Je crois là, je déconne, mais je crois qu'il joue très, très sérieusement et tout, quoi. Ouais. Il n'y a pas de mystère, il joue sérieux, oui, et puis il a les résultats en conséquence. Mais je préférerais d'ailleurs jouer, je pense, contre Joe Star au poker que contre Cool Chain, qui doit quand même connaître un peu mieux que Cool Chain a un peu plus de bouteilles au poker que Joe Star. Ouais, ça c'est certain. Ouais.
Je crois que Joe Star, il connaît à peine les règles. Mais bon, c'est pas un problème. On s'en fout. Mais bon, bref. On parlait juste à l'instant justement de cette vie de famille et la conciliation avec le jeu, le métier de joueur. J'allais dire métier qui est pas un métier évidemment comme tu l'as fait remarquer. Et je t'avais dit tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui est dans le chat, qui était une de nos modératrices, qui est la seule d'ailleurs modératrice, qui s'appelle OO Player, qui elle aussi qui est une spécialiste des arts martiaux d'ailleurs, et qui évidemment, je suis sûr que tu sais à peu près de quoi je vais parler, qui a réagi. Ça y est, c'est reparti. Ouais, oui. Je suis désolé, mais que les femmes sont aptes. Voilà. Alors écoute, alors voilà, je suis obligé de te la poser parce que elle est très très forte. Elle est ceinture noire 12e dan, hein. Donc je suis obligé de. Non, je déconne, mais bon, je suis obligé d'y aller mollo. Alors, mais elle est très gentille, mais elle est ça. Bon, voilà, on en a déjà parlé. Tu en as déjà parlé. Tu t'es exprimé là-dessus plusieurs fois. Je vais être obligé quand même de le répéter parce que je voudrais quand même. Je lui ai promis de poser sa question. En fait, c'est ce que tu avais dit dans Card Player France. Alors elle te cite, hein, je lis, c'est ce que tu as dit. Force est de constater que malgré tous les efforts consentis par la communauté féminine du poker, les résultats obtenus sont très médiocres, voire dérisoires. Cela fait longtemps que j'essaye de convaincre cette magnifique communauté de ne pas s'engager dans les tournois open. Économisez votre argent, mesdames et mesdemoiselles, vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité que les hommes au poker. Comme dans tous les sports, bien entendu, il y aura quelques rares exceptions, mais en règle générale, vous combattez avec un gros handicap. Ce qui vous manque, point d'interrogation, eh bien tout simplement la force. Cette dernière peut être mesurée chez un individu et vraiment, désolé de vous le dire, vous ne faites pas le poids. Votre grâce et pouvoir de séduction ne suffiront pas pour compenser l'esprit guerrier de l'homme. Bon, est-ce que tu revendiques ces propos déjà? On va m'abouler sur un bûcher, là. Alors elle l'a tiré. Elle l'a tiré. Ben oui, attends. Elle l'a tiré, soi-disant, de Card Player France. Alors, c'est vrai. Alors, elle te pose des questions. Alors, déjà, est-ce que tu confirmes? C'est vrai. Bon, c'est vrai, ok. Exact. Alors, elle te pose 3-4 questions que je vais te poser. Tu vas lui répondre. Êtes-vous toujours d'accord? Elle te parle à toi maintenant, hein. Êtes-vous toujours d'accord avec ce que vous aviez dit à l'époque? Bien sûr. Bon, là, c'est réglé. Confirmé. Ok. Alors, cela veut dire, parce que là, après, elle l'argumente, parce que je crois qu'elle a envie de te parler un petit peu, mais bon. Alors, cela veut dire que jamais vous ne releveriez le défi de faire d'une femme une joueuse gagnante. Par exemple, une ou plusieurs d'ailleurs. J'ai pas bien compris ce que tu as écrit en haut. Bon, c'est un peu compliqué quand on lit, on dit. Ah oui, tu te feras jamais. Ah oui, c'est ça. En gros, tu ne relèverais jamais le défi de faire d'une femme une joueuse gagnante. Une joueuse gagnante, oui, dans sa catégorie. Dans sa catégorie. C'est comme en boxe, un poids plume ne gagnera jamais contre un polo. Oui, ça paraît difficile, oui. Bon, alors, qu'est-ce que elle continue avec toi? Pensez-vous que ce genre de défi justement serait peine perdue? Je crois qu'il vient de répondre oui. Hein. Si un coach ou une école de poker mettait cela en place. C'est-à-dire, est-ce que finalement, tu crois que ce serait complètement impossible? Ce serait mission perdue. Si vraiment il y a des gens qui se penchent sur la question, quoi. Parce qu'elle dit finalement tout est question de stratégie, non? Non, il y a la force mentale qui est là aussi. Il y a la force physique qui existe aussi au poker et ça, il faut en tenir compte. Il y a l'endurance, c'est un sport. On peut pas faire combattre hommes et femmes dans le même. On peut pas faire percer hommes et femmes dans la même catégorie. Même aux échecs, il existe des catégories hommes et femmes. Oui, mais est-ce que tu penses que la force physique intervient tant que ça au poker? Ou alors explique-le pourquoi. Comment expliquer la force physique au poker? La force physique, il faut arriver à s'imposer à une table. Il faut avoir une force mentale, c'est-à-dire avoir. C'est difficile à expliquer. Il faut arriver à s'imposer, c'est-à-dire vous savez, moi quand je joue au poker, c'est avec la force physique et la force mentale. Je ne joue pas avec les cartes. Si je devais jouer avec les cartes, j'attendrais encore des résultats. C'est de pouvoir justement faire fléchir l'adversaire. C'est un combat. C'est un combat.
je vais un peu imaginer la chose. C'est comme si vous aviez, vous étiez dans un combat de boxe, que vous commenciez avant de mettre votre adversaire KO, il va falloir porter des uppercuts, il va falloir fatiguer votre adversaire. Et c'est pendant de longues heures que vous arrivez à faire ce travail-là, avec une pression que vous mettez constamment sur un adversaire pour le faire fléchir. Et c'est à ce moment-là que vous arrivez à faire baisser le point et à attraper le joueur au bon moment. Ce n'est pas qu'avec la technique. La technique, elle y est pour 20% au poker. Elle y est pour pas grand-chose, finalement. C'est pour ça que je m'en sors très bien sans technique. Bon, mais c'est bien. Non, mais elle posait, c'est pas mal, c'était bien. Bon, tu y as répondu. Elle demandait quand même, c'était assez intéressant sa question. Croyez-vous vraiment que ce soit une question de force justement, ou que c'est plutôt parce que les femmes ont plus de responsabilités et de préoccupations dans la vie et passent moins de temps qu'un homme à ne faire qu'une seule et unique tâche dans la journée? Peut-être que c'est un argument qui pourra la consoler un petit peu. Oh, plaît. Écoute, tu pourras pas dire que j'ai pas essayé quelque chose pour toi. Oh, il a répondu avec franchise. Et vous pouvez pas dire que j'ai pas été franc. Ah, c'est vrai, absolument. Alors là, hein, voilà. Alors, et la dernière question qu'elle te pose, évitez-vous de parler poker avec les joueuses, pro ou pas d'ailleurs, hein, quand tu les croises dans les tournois? Oui, j'essaie d'éviter la conversation sur le poker parce que je suis déjà overdosé de poker. Alors quand je vois une ravissante jeune demoiselle, j'essaie de pas parler de poker. C'est certain. Mais si je parle de leur raisonnement, alors pourquoi ne pas faire jouer les enfants de 11 ans aussi au poker? Ah ouais, tiens, ouais, pourquoi pas, ouais. Mais on aurait peut-être des surprises, on n'en sait rien. De 13 ans ou de 14 ans, ouais. Est-ce qu'il y a des joueurs qui pourraient, et je pense qu'il y a de vrais talents chez les féminines, il y a de vraies femmes qui arriveraient à faire des performances, mais je parle de manière générale. Générale, bien sûr. Sur quelques exceptions. Oui, absolument. On a bien compris. Pourquoi on ne voit pas de féminines dans les tournois? C'est pas marqué interdit aux femmes. Pourquoi, quand on fait un tournoi sur 200 joueurs à la CF ou dans un autre club parisien, on ne verrait pas la moitié de femmes, puisque c'est si lucratif que ça et qu'elles pensent avoir un niveau. Moi, je pense qu'elles sont beaucoup plus intelligentes que ça et qu'elles ne veulent pas se frotter. Ça c'est possible, mais là ça change aujourd'hui. Mais tu sais aussi, pour avoir joué dans les parties privées au poker fermé il y a quelques années, qu'il y avait une réputation du poker qui a bien changé aujourd'hui. Oui, mais ça a changé. Elles peuvent venir. Il y aura pas de critique de fait parce qu'elles vont jouer au poker. Voilà. Mais pourquoi ne viennent-elles pas dans les clubs si elles pensent qu'elles ont une vraie valeur? Il faut pas. Mais je pense que ça se démocratise et qu'elles viennent de plus en plus. Mais ça se fait doucement. Pas trop. Pas trop. Même aux États-Unis, on voit qu'il y a quelques exceptions. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas aussi. Non, tu t'es exprimé. Pour moi, c'est mission impossible pour elle. Voilà. Ouais. C'est tout. On va pas faire des. Bon, ok. Maintenant, je sais que je vais être lynché. Ça, c'est certain. Ah, non, mais bon, j'en prends la responsabilité. Eh ben exactement. Hein, on a posé la question. Tu as bien voulu y répondre. Moi, j'ai pas d'argument à t'opposer. Je suis là pour poser les questions des gens. Maintenant, il est vrai qu'on a eu des jeunes demoiselles qui ont fait des grosses performances, comme Annette Perstad qui a gagné WSOP, je crois, WSOP même Europe. WSOP Europe. Liveboy qui a gagné un EPT. Ouais. Vanessa Seb, le Partouche Poker Tour. Vanessa qui a gagné, Vanessa Seb qui a gagné le Partouche. Ouais. Vanessa Rousseau qui fait des perfs sur des high rollers, qui a déjà perfé. Mais je parle de manière générale, elles sont pas sur le même pied d'égalité. Ça n'empêchera pas qu'il puisse y avoir une championne du monde comme Vanessa Delbuc, qui a gagné son bracelet au championnat du monde féminin. Ouais. Et qui est adorable d'ailleurs. Je ne sais pas si tu connais Vanessa, tu l'as rencontrée, elle est très gentille d'ailleurs, Vanessa. Si, je l'ai rencontrée, bien sûr, on se respecte beaucoup, on se parle, on se dit bonjour, elle fait des chroniques sur Carte, elle aussi. Oui, c'est vrai, oui.
Ouais. Ouais. Eh ben, dis donc, bon, ok, bah écoute, de toute façon, tu t'es exprimé là-dessus. Moi, je sais qu'ils vont tous me regarder de travers chaque fois que je passerai. Mais ça, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais que l'émission est enregistrée, c'est pas la première fois que tu t'exprimes sur ce sujet. Bon, tu l'as répété, tu revendiques. Moi, je trouve que c'est bien, tu es courageux aussi de le dire. Après, bon. C'est pas être courageux, c'est être réaliste. C'est complètement différent. Oui, mais là, c'est encore pire ce que tu dis, là. Arrête maintenant. Bon, alors, dis donc, tu parlais, tiens, si on faisait des tournois avec des gamins de 10 ans, etc. Moi, j'ai une question à te poser là-dessus. Imagine que je sais que t'as des enfants, mais t'as un petit-fils là. Tiens, un petit-fils là. Et il vient de voir, il est tout jeune, il a 10-12 ans, justement. Il dit, papy, moi, Fanny, j'en ai rien à faire. Ce que je veux, c'est être joueur de poker. Qu'est-ce que tu lui dis? Moi, je pousse mes enfants à jouer au poker, justement. Ah bon? Et oui, je suis le labour les enfants, mais à l'envers. Ah oui, d'accord. Alors ça, explique-moi ça. Eux, ils veulent travailler. Moi, je leur dis non, il faut pas travailler, il faut jouer au poker. Ah, ça, c'est extraordinaire. Tu sais que t'es le seul père au monde à faire. Ah, c'est la première fois que j'entends ça. Hein. Ah oui, alors là. Exact. Ah oui, alors c'est extraordinaire. Et mes fils, ils me disent, oh, laisse-nous tranquille avec ton poker. Maintenant, nous, on veut travailler. C'est le monde à l'envers. Alors, carrément. Mais c'est extra, ça. Mais bon, à force de travailler, maintenant, ils commencent quand même à venir au poker. Et d'ailleurs, ils commencent à faire quelques performances. Oui. Ils ont fait quelques petites performances. Et je pense qu'ils ont des qualités pour ce jeu. Et c'est pour ça que je veux les pousser. Quand ils ont la chance d'avoir un père qui pousse justement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui vous soutient, c'est déjà un gros avantage. Donc pourquoi ne pas en profiter? Et pourquoi ils ne tenteraient pas leur chance? Donc ils vont tenter leur chance pendant peut-être 1 an ou 2 ans. Et puis si ça se passe mal, ils auront toujours le temps de se retourner. Mais c'est vrai que le poker, ça vaut le coup de tenter quand on a des atouts dans la main. Mais dis donc, ils t'écoutent quand tu leur donnes des conseils? Un petit peu, oui. Ils m'envoient des textos quand ils sont dans les tournois. Ils m'envoient des textos. Je suis short stack. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici et là? Bon, ils m'écoutent oui et non. Est-ce qu'ils jouent sur Internet, eux? Ah non. Non, pas du tout. D'accord. Pas trop sur Internet. Ils adorent le live. Ils aiment bien jouer en live. Ils aiment bien voir leurs adversaires. C'est un jeu complètement différent. Le live et le net, c'est 2 choses complètement différentes. Non, c'est parce que comme ils sont forcément plus jeunes que toi, c'est tes enfants, hein. Ah, bien sûr. 25, 27 et 30 voilà. quand même. Ils ont l'âge des gens qui jouent sur Internet aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est pour ça. Mais bon. Ils ont le père qu'ils ont aussi. Donc évidemment, ils ont choisi la voie et ils vont directement ils ont bien raison puisque c'est là que t'es spécialisé donc de toute façon. Parce que je pensais au jour Internet avec toutes les polémiques qu'il y a eu et il y a eu des trucs Internet est une bonne école de poker. Ah mais c'est génial parce que quand tu parlais du nombre de mains par exemple que tu as joué le nombre de tournois que tu fais dans l'année, c'est vrai que pour s'entraîner par exemple sur Internet quand tu joues 80 tournois dans l'année, c'est possible de le faire en 2 ou 3 jours sur Internet. Mais c'est pas le même jeu. Ah non, ça c'est peut-être différent. Ceux qui ne comprennent pas, ce n'est pas le même jeu. Quand vous jouez sur 5 tables à la fois sur Internet et que vous avez 15 secondes pour prendre votre décision, comment vous voulez analyser un coup? Vous n'avez pas le temps d'analyser un coup. Il y en a qui jouent sur 5 tables différentes. Même plus, et vous avez 15 secondes ou 30 secondes pour prendre une décision. En live, vous pouvez prendre 2 minutes, 3 minutes pour prendre une décision, analyser votre coup en fonction du joueur, en fonction de son stack, en fonction de sa tenue de table, en fonction de beaucoup de paramètres. Mais sur Internet, vous ne pouvez pas avoir tous ces paramètres. C'est pas possible. C'est d'autres paramètres. Ce n'est pas le même jeu. Ce n'est pas du tout le même jeu. Il joue beaucoup la position, il joue beaucoup la technique, il joue beaucoup les. C'est surtout un jeu de position sur Internet. Mais en live aussi, c'est un jeu de position. Oui, mais c'est sûr que c'est un jeu de position en live aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que les décisions sont prises beaucoup plus rapidement par rapport à la position que vous avez sur le net que sur le live. Ah oui, c'est d'autres paramètres. Allô? Ah tiens, j'ai l'impression que ça a coupé. Allô. C'est peut-être un problème de batterie, je vais essayer de rappeler. Hop. Est-ce que Roger m'entend? Alors, voilà, c'est vrai. Est-ce que Roger, tu m'entends maintenant? Allô? Ah oui, Roger, tu m'entends? Ça a coupé, oui. Oui. Ah, ça y est, c'est revenu. Bon, apparemment. Bon, on a une petite... Oui, j'entends bien. Bon, c'est bon, là, on a une petite coupure.
Est-ce que tu nous... Très bien, là. Bon, tu m'entends très bien. Bon, bah, ça va alors. Ok, bon, on est de nouveau en direct. On arrive à la fin de l'émission de toute façon. Ça a coupé juste au moment où je parlais d'internet. Alors justement, comme par hasard, quoi, tu vois. Hein. Là, tu me la feras pas celle-là. Tu sais, t'es un vieux briscard, mais moi, je suis pas né de la dernière pluie. Hein. c'est juste à ce moment-là que ça a coupé, dis donc, hein, comme par hasard. Vas-y. Je disais juste que les décisions sont un peu actives sur Internet et qu'on n'a pas le temps d'analyser comme en live les situations. Ouais, c'est pas le même temps de réaction. Et c'est vrai que bon, il y a des choses, il y a des paramètres différents. Mais cela dit, ce que j'ai trouvé intéressant et vraiment dans les choses où des fois les gens t'ont critiqué, moi j'ai vraiment apprécié le fait que et d'ailleurs je pense que les gens qui t'ont joué à l'époque ont apprécié aussi, t'ont apprécié. Il y a des gens qui t'ont critiqué, tu les as mis au défi sur quelques mains, un millier de mains je crois. Et ces gens-là c'est Alexandre Luneau je crois et Rui Chaos. C'est-à-dire les meilleurs joueurs français aujourd'hui sur le net. C'est pas n'importe qui, c'est pas des petits joueurs. Bon, mais ça, le combat s'est équilibré. Bon, il n'y a pas eu de différence spectaculaire entre moi et eux. Bon, peut-être j'ai eu un bout de run, peut-être, je sais pas. Bon, de toute façon, je me suis battu avec eux, hein, j'ai combattu. Ouais, t'as combattu, bien sûr, oui. Et eux, ils ont accepté, et toi, t'as accepté, ça, c'était bien. Le principal, c'est de pouvoir combattre. Ouais, bien sûr, ouais. J'ai riposté comme il fallait, et voilà. Ouais. Disons que je n'ai pas été ridicule. Bah non, mais et je crois que même l'ont reconnu, hein, d'ailleurs. Donc c'est pour ça que bon, je trouve c'est intéressant. Je pense que il faut être honnête des deux côtés. Je me suis beaucoup appliqué, ils m'ont fait transpirer. Ben attends, mais ils sont excellents. Hein. C'est des joueurs excellents, quoi. C'est vraiment des très très bons joueurs. C'est au haut du panier justement des joueurs internet. Et bon, aujourd'hui ils jouent très très haut en plus. Hein. Même en live maintenant d'ailleurs, ils sont mis à jouer en live aussi. Hein. Et ils ont eu de vraies réussites, c'est vrai. Ils ont eu de vraies réussites sur le net. Ouais. Je crois qu'ils ont monté du beau argent. Hein. Ah oui, non, mais là, c'est eux qui jouent le plus haut aujourd'hui. Hein. Enfin bon, à l'époque du .com maintenant, parce que au .fr c'est différent, maintenant on peut plus. Mais eux, ils sont expatriés, alors c'est différent. Mais voilà. Bon, enfin, c'était sympa en tout cas qu'il y a eu cette rencontre. Et moi, j'ai un avis, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'il y a à apprendre de partout. Il y a à apprendre de quelqu'un comme toi qui a une expérience en live qui est énorme, où il y a d'autres critères, quoi. Et il y a. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, oui. Souvent, quand je vais dans les EPT, je regarde jouer les jeunes, j'essaie de comprendre leur tactique, j'essaie même souvent j'adopte leur technique. Et j'essaie de les mettre en application, j'essaie de comprendre ce qu'ils font. Et des fois, quelquefois, c'est quand même assez difficile à les suivre. Parce qu'ils sont vraiment redoutables, je dois le reconnaître. Voilà, ils sont redoutables, ils sont très forts, justement. Mais toi, tu les écoutes et c'est comme ça que tu progresses et que tu arrives à te maintenir, à mon avis. Et peut-être que l'erreur de jeunesse qu'ils peuvent faire, certains d'entre eux, hein, pas Alexandre Luneau, pas les bons en fait, mais certains qui se pensent un petit peu bons aujourd'hui, certains font l'erreur de jeunesse de ne pas t'écouter toi, alors que toi tu les écoutes. Et ça, je pense que tu as encore un avantage, c'est un avantage d'expérience simplement, quoi. Parce que tu les observes plus que ne le font. Ouais, c'est un avantage de vieux routier, quoi. C'est tout. Voilà. Ça va pas chercher bien loin. Mais non, mais il faut y penser, quoi. Je vais pas être très très choqué quand je vais prendre un gros bad-beat, alors que d'autres vont rester KO parce que ce bad-beat, au moment de leur vie, va leur faire basculer complètement leur projet. Ouais. Et vous voyez, c'est ces choses-là qui peuvent déstabiliser les amateurs, les joueurs amateurs. Ouais. Au moment où ils s'y attendent le moins, ils se prennent un bad-beat qui ne s'y attendait pas du tout. Ils pouvaient même pas imaginer que ça pouvait exister. Et puis avoir, par exemple, une série de bad-beats qui peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ils ne pensaient jamais que ça pouvait exister. Moi, j'ai suivi des bad-runs qui ont duré 1 an. Ah oui, voilà. Et dis donc, à propos de ça, bon, la liaison est assez... Et j'ai réussi à surmonter ça. La liaison est assez mauvaise en ce moment. De toute façon, on va arriver à la fin, mais j'aimerais bien t'en parler de ça. Parce qu'on a l'impression que tu es très solide, Roger. T'es un gars solide, quoi. Déjà physiquement, quand on te voit, on dit ce mec-là, il est solide, quoi, qu'il tient debout, tu vois. Mais on dirait que peu de choses pourraient te déstabiliser. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de partir en tilt?
Bien sûr que ça m'arrive encore de partir en tilt, c'est un bien grand mot, mais disons que maintenant j'ai un parcours qui me permet d'être aguerri et je suis quand même assez stable, c'est-à-dire il n'y a pas grand-chose qui peut me faire partir en tilt. Quelquefois je tape une poignée ou deux, mais bon, ça va pas chercher bien loin. Et j'ai reçu tellement de coups dans ma carrière de joueur de poker, des coups, des backbeats, je pourrais vous en raconter des tonnes, et au moment où il fallait justement perfer justement pour amener l'argent dans le foyer. Et que vous voyez passer cet argent-là sur un backbeat énorme, ça vous laisse sur le carreau. Ouais. Alors bon, donc quand vous avez passé toutes ces périodes-là, après, quand vous avez livré des centaines et des centaines de batailles, qu'est-ce que vous voulez qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse vous choquer. Bon, écoute, quels sont tes projets là? Juste là, tu es en train de jouer là au Maroc, là, à Marrakech, là? Oui, on est en pause là pour demain on va faire le tournoi à 1350 €, là, peut-être le main event. On aura à peu près 200 joueurs, je pense que c'est une vraie réussite pour Marrakech. Ouais. Et puis après, je pars sur Saint-Martin, et Saint-Martin, après je reviens sur Paris. Et aujourd'hui, j'ai réservé pour faire le PT Monaco. Ah oui, bon. Je lève un peu le pied quand même. Ouais, enfin, c'est pas mal. Je dis ça tous les ans, et puis après, du coup, il me parle, oui, parce que. Il m'a pas envie de jouer non-stop après. Voilà, c'est ça, exactement, ouais. C'est ce que j'allais dire, parce que tous les ans, est-ce que tu nous entends toujours? Chaque année, en début d'année, je dis, bon, cette année, je lève le pied. Ouais. Et puis, chaque fois, je suis non-stop sur tous les tournois. Ouais. C'est vrai qu'à Vegas, j'ai fait 4 tournois en même temps, la même journée. J'ai multitablé en live. Et ben voilà, parce que justement, on parlait du net. Alors, il y a des grands multitableurs au net, des gens qui sont très impressionnants, mais toi, tu le fais en live. Et ça, c'est autre chose encore. Oui, alors là, c'est une stratégie. Bon, je pense pas que ça rapporte ses fruits, parce que, bon, c'est un peu exagéré aussi, faire 4 tournois en même temps dans la même journée. Cavaler d'un côté et de l'autre, chronométrer le tour de table, regarder ce stack, jouer ce stack. Ouais, j'avais réussi quand même à faire 2 items dans la même journée, ce qui était une vraie performance en soi. Bah oui. Mais bon, je pense que ce ne soit pas une solution. Bon, d'accord. Mais en tout cas, ça a le mérite d'avoir été fait. Bon, on va être obligé de se quitter parce que je crois qu'il y a un petit problème de téléphone. Ça doit être fin de batterie ou je ne sais pas quoi. Mais je voudrais te remercier vraiment au nom de tout le monde là qui t'écoute en ce moment dans le chat, au nom de la radio Calling Station de Poker Strategy, en mon nom personnel. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu franchement. Mais ça, j'en avais aucun doute, évidemment, à toutes les questions. Et puis je voudrais te dire simplement, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler et que tu es de toute façon réinvité quand tu veux. Et je te souhaite bonne chance pour la suite, good luck comme on dit. Et Merci à tout le monde de m'avoir supporté. Non, mais bon. On te supporte dans le bon sens. Supporter dans le sens supporter. Go, Roger. Et tout le monde te dit bonsoir. Tu peux pas le voir, mais tout le monde te dit bonsoir dans le chat. Voilà. Ils te disent au revoir. Et puis, thank you, merci, etc. Bon, salut Roger. Amuse-toi bien de toute façon, parce que le poker, c'est aussi un jeu, même si c'est pas toujours facile. Et puis, c'est surtout un jeu. Il faut que ce soit un jeu. Voilà. Et ramène-nous, moi je serais tellement content. Voilà, il faut que ce soit un jeu. Ouais, et ramène-nous un bracelet un jour. Ah, mais voilà, je l'ai loupé à Cannes, et ça a été ma plus grande désillusion cette année. Je l'ai loupé de peu à Cannes, ouais. Et voilà, ça aurait été un beau bracelet, parce qu'en plus c'était un bracelet qui donnait un titre de champion du monde, et je suis passé à deux places du bracelet. J'ai fini 3e de ce tournoi. Ouais. C'était magnifique. Le split, c'était le split format. J'ai gagné le bracelet. Et oui, le split format, c'était. Le split format, oui. Qui était 3e. Dans le fil était, je pense, un des plus relevés du monde. Ah oui, c'est sûr. Ah bah oui, il y avait que des sharks là-dedans, oui. Donc là, bon, t'es. Comment qu'il n'y avait pas de bracelet dans le fil? Ah oui, ça devait être un truc comme ça, oui. Sûrement pas loin, oui. Et oui, raison de plus, ils auraient pu te faire une petite place. Mais
t'y as échappé belle, quoi. Mais c'est que partie remise, comme on dit au jeu. J'espère en tout cas. Et en plus, ça aurait été génial parce que c'était une bonne année pour les Français au niveau bracelet. Hein. Élie Payan, il y a eu Fabrice Soulier. Bon, enfin, il y a eu pas mal de bracelets là qu'on. Exact. Il y a très très belle année. Il y a eu Tonin. Parce que c'est pas évident. Et oui. Et ils ont eu beaucoup de courage et beaucoup de mérite de pouvoir ramener ce bracelet, de faire retentir la Marseillaise au milieu de la salle du Rio, oui. auquel j'ai participé à chaque fois à la remise de récompense. Voilà. Et il y a eu Tonin qui aurait pu justement, lui, pouvoir rivaliser avec toi au niveau du poids, tiens, justement. Parce qu'il y a un sacré gabarit. Ah oui, Tonin. Il n'a pas encore mon âge. Je pense qu'à mon âge, il me dépassera. Ah oui, parce qu'il est plus jeune encore, oui. Mais au niveau... oui, il a une quinzaine d'années de moins quand même. Ah, il a 15 ans de moins que toi, oui. 5 kilos par an, 75 kilos de plus. Bon, en tout cas, c'était super émouvant quand il a eu son bracelet aussi, c'était vachement sympa, quoi. Et tous les bracelets français d'ailleurs. Et alors, j'espère que tu vas nous en ramener un de ces jours. Allez, ça y est, faut qu'on se quitte là vraiment, parce que là, sérieusement, la liaison est difficile. J'espère que tu m'entends encore. Je te dis un grand merci et je te dis à très très bientôt et bonne chance pour la suite. Ciao. À très bientôt. Au revoir. Voilà, c'était la Calling Station numéro 69, la Calling Station avec un numéro pareil. C'est vrai qu'on aurait pu faire une Calling Station érotique, mais j'avais pas Brigitte Bardot. J'avais plutôt le côté Gainsbourg ce soir. Et voilà, bon, il a raccroché Roger, mais bon, je vais passer un très très bon moment avec lui, même si la liaison était difficile. Et puis j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Je vous salue, j'envoie le générique de fin et je vous dis peut-être à jeudi prochain. Ciao. Calling Station. Calling Station. Calling Station.